Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura M, donc, qui est microbiologiste, chargée de recherche CNRS au sein de l'équipe diversité, écologie et évolution microbienne au sein de l'unité d'écologie systématique et évolution CNRS Paris-Saclay et Agro-ParisTech. Et Laura aussi a été lauréate du prix de la SFE pour la meilleure jeune chercheuse ou chercheur en 2020. C'était le prix de l'année dernière. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser la parole tout de suite à Laura, donc, qui va nous parler de l'arbre de la vie et l'origine des cellules complexes. Donc, merci, merci encore, Laura, d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci Hervé pour l'introduction et puis pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là et j'espère être à la hauteur de l'exercice. Effectivement, donc, je vais parler aujourd'hui de l'arbre de la vie et un peu de l'évolution au cours du temps de notre compréhension de cet arbre. Et puis, en seconde partie, donc, je parlerai plus particulièrement de l'origine des cellules complexes. Donc, la classification du vivant, c'est quelque chose qui est à peu près aussi vieux que l'humanité. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on regarde déjà tout le vivant qu'on peut voir à l'œil nu, que ce soit les plantes, les animaux, les champignons, on peut observer déjà une énorme diversité. Et les hommes ont toujours, depuis longtemps, ont essayé de classer ces organismes vivants. Et donc, on parle de taxonomie, qui est la science de la classification. Alors, de toutes les sortes de classifications, mais entre autres, dans le cas qui nous intéresse, donc de la classification des organismes vivants, selon des principes qui ont changé au cours du temps, mais qui sont censés refléter leurs relations naturelles. Donc, la première... une des premières classifications, on la doit donc à Aristote, donc un peu plus de 300 ans avant notre ère, qui est un peu considéré donc, comme le père de la taxonomie. Et il a tenté notamment de faire une classification au sein des animaux, donc qui est représentée ici. Et donc il a essayé de les classer en fonction donc, de certaines caractéristiques communes. Donc, par exemple, les animaux qui ont du sang, les animaux qui vivent sur Terre ou dans l'eau, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une classification qui est très hiérarchique, avec l'homme, évidemment, tout en haut de cette classification. Et donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose à noter, qui est très importante, c'est qu'il n'y avait pas du tout de concept d'évolution à ce moment-là. Donc, c'était une classification, c'était des relations qui étaient fixes entre les espèces. Il n'y avait pas de relation de parenté nécessairement entre les espèces. Donc, il y avait une naissance à ces groupes qui étaient fixes. Donc, on fait un grand bond en avant. Au XVIIIe siècle, Linné, qui était un scientifique suédois avec beaucoup de casquettes, mais donc un naturaliste, qui a proposé une nouvelle classification du vivant, donc avec 3 grands domaines du vivant, donc les plantes, les animaux, et là-dedans, le 3e domaine étant les minéraux. Mais ce dont on a hérité le plus et qu'on utilise toujours aujourd'hui, c'est le système de classification à plusieurs rangs taxonomiques, donc qui est représenté ici en bas, et entre autres le système de noms de genres et d'espèces qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle la nomenclature binomiale. Une grande avancée donc, dans la description du vivant et la classification du vivant, ça a été l'invention du microscope qui donc, nous a permis de commencer à observer donc, la diversité microbienne.
Et les premières cellules qui ont été observées étaient les cellules auxquelles on avait le plus facilement accès, donc qui pouvaient être par exemple des cellules musculaires, des spermatozoïdes, des cellules sanguines, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on a non seulement eu accès d'un seul coup à une bien meilleure représentation de la vraie diversité du vivant, mais aussi un des grands changements donc, dans notre façon de penser à la classification du vivant, ça a été évidemment Charles Darwin, qui a été le premier donc, à proposer non plus que les espèces avaient une naissance fixe, mais que toutes les espèces du vivant étaient apparentées et descendent d'un ancêtre commun. Et c'était donc le premier à proposer cette représentation du vivant sous forme d'arbres, donc de relations avec des branches représentant les relations entre espèces. Ceci dit, donc, il a proposé le concept, mais il n'y avait pas nécessairement donc, un arbre réel avec des espèces réelles qui étaient proposées. Et ça, on doit donc un des premiers arbres de ce type à Haeckel, donc, qui était un scientifique allemand qui donc a déjà développé donc, des définitions qu'on utilise, beaucoup de termes qu'on utilise toujours aujourd'hui en biologie, hein, tels que écologie, phylogénie, cellules souches, etc. Et c'était donc un fan du travail de Darwin, et c'était quelqu'un qui a promu donc, le travail de Darwin, notamment en Allemagne. Et donc, il a proposé cet arbre-là, qui est ici à droite, qui était le premier arbre généalogique de toutes les espèces qu'on connaissait à l'époque. Et entre autres, donc, il a proposé que la vie était classée selon 3 grands domaines, donc les plantes, les animaux et les protistes. Donc, dans l'arbre desquels les protistes, si on simplifie, c'était les microbes, donc les organismes microbiens, avec quelques petites nuances. C'est que donc on avait les unicellulaires au sein des protistes, mais on avait aussi les éponges. Et donc, dans les unicellulaires, un sous-groupe de ces unicellulaires représentait en fait les bactéries. Et on peut voir aussi que les champignons étaient classés au sein des plantes et que les bactéries photosynthétiques étaient aussi classées au sein des plantes. Édouard Chaton, donc, qui était un biologiste français, a proposé une des dichotomies qui est la plus importante en biologie, qui est de distinguer les cellules donc, prokaryotes des cellules eucaryotes. Donc, les cellules prokaryotes, donc, ce sont les cellules qui sont, dans la définition, ce sont donc des cellules qui ont un ADN qui est libre dans la cellule. Et donc, si dans les termes d'aujourd'hui, hein, ça représente, donc c'est les bactéries et les archées, et on y reviendra. Tandis que, donc, par contraste, les eucaryotes, donc, ce sont les organismes dont les cellules ont un certain nombre de caractéristiques complexes, et on y reviendra aussi, mais entre autres, dont la définition de base, c'est qu'elles ont leur ADN qui est dans une membrane, qui est donc le noyau. Et les 2 termes viennent du mot cari, qui veut dire noyau. Donc, les eucaryotes, ce sont les cellules avec un vrai noyau. En plus du noyau, et vous pouvez le voir ici sur cette illustration à droite, en général, donc, les cellules eucaryotes sont globalement beaucoup plus grosses que les cellules prokaryotes. Et ont une organisation intracellulaire qui est extrêmement complexe, avec beaucoup de sous-compartiments et des fonctions cellulaires qui sont séparées dans ces différents compartiments. Donc ça a été vraiment reconnu comme donc une des dichotomies les plus importantes quand on regarde les cellules autour de nous. Et évidemment, donc, ça a amené à la question de l'origine de ces cellules complexes, donc l'origine des eucaryotes, et dont on parlera plus en deuxième partie.
Donc encore un bond en avant, beaucoup plus proche de nous sur notre compréhension et notre vision de l'arbre de la vie. Donc, une fois qu'il y a eu cette reconnaissance en fait de la séparation entre prokaryotes et eucaryotes, on s'est mis donc à voir des illustrations donc, de l'arbre de la vie avec maintenant les bactéries. Donc les prokaryotes qu'on connaissait à l'époque, qui ont été sortis en fait, qui ont été séparés des eucaryotes, donc avec une représentation ici, donc, qui étaient appelés les monaires à l'époque, c'était donc les prokaryotes qui sont à la base de l'arbre. Ensuite, au-dessus, les unicellulaires eucaryotes. Et puis, pour finir, par les 3 domaines d'organismes multicellulaires, donc les plantes, les champignons et les animaux. Donc ça, hein, c'est un arbre 1969, donc tout relativement récent, et où il y avait vraiment une vision assez gradualiste de l'évolution. Donc tous ces arbres du vivant, comment est-ce qu'on les construit? Comment est-ce qu'on essaye d'inférer ces relations entre les organismes? Le principe de base qui est en place depuis longtemps, c'est donc qu'on essaye de comparer des caractéristiques qui sont donc entre les organismes qu'on essaye de classer, et on essaye donc de comparer des caractéristiques qui sont héritées dans ces organismes d'un ancêtre commun et qui ont évolué au cours du temps et qu'on peut comparer, et par similarité, les organismes donc, qui ont ces caractéristiques qui sont similaires vont être probablement plus apparentés qu'à un organisme dont ces caractéristiques sont moins similaires. Donc ici, par exemple, on voit hein, au sein des vertébrés, on peut comparer les différents os de l'avant-bras, par exemple, ou de l'équivalent de l'avant-bras chez les humains. Et faire donc une classification des vertébrés sur la base de ces caractères. Évidemment, ça devient assez compliqué. C'était très compliqué avant l'accès au génome, et notamment parce que c'était des caractères essentiellement morphologiques sur lesquels on se concentrait et qui ne sont observables et comparables qu'à l'intérieur de sous-branches de l'arbre du vivant. C'est-à-dire que, évidemment, les os de l'avant-bras ne sont comparables qu'au sein donc, des vertébrés et pas chez les plantes. Donc, pendant longtemps, les classifications ont été faites en fait au sein de certains sous-groupes de l'arbre du vivant. Et la vraie révolution a été celle qu'on appelle la révolution moléculaire, entre autres parce que, donc, encore une fois, pour faire ces comparaisons, pour construire cet arbre du vivant, donc on a besoin de comparer des caractères qui sont homologues, donc qui sont issus dans tous les organismes qu'on regarde, qui sont issus d'un ancêtre commun. Donc, si on essaye de comparer l'ensemble du vivant, on a besoin donc de caractéristiques qu'on retrouve dans l'ensemble du vivant. Et une des choses qui est commune à toutes les cellules, c'est le fonctionnement vraiment de base de l'expression génétique qui est représentée ici, avec donc l'expression génétique étant donc encodée, donc le génome étant encodé sous forme d'ADN, qui est ensuite transcrit sous forme d'ARN messager, qui est lui-même traduit en protéines. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans toutes les cellules. Et cette traduction, elle se fait selon un code génétique. Donc le code génétique, c'est un ensemble c'est un dictionnaire en fait qui permet de passer donc de l'ADN, enfin de l'ARN messager entre autres, aux acides aminés, donc aux protéines. Et ce code, ce dictionnaire, il est interprété donc par le ribosome, qui est une grosse machinerie qu'on retrouve encore une fois dans toutes les cellules et qui est dans toutes les cellules du vivant. Ce dictionnaire est identique ou quasiment identique. Donc ici, le ribosome, encore une fois, hein, c'est une grosse machinerie moléculaire. C'est un gros complexe
qui est composé donc de protéines, de nombreuses protéines, et aussi à l'intérieur qui contient aussi 2 molécules d'ARN dit ribosomiques. Et pourquoi, donc, dans le cadre de ce dont on discute, dans le cadre de la reconstruction de l'arbre du vivant, ça a été vraiment une clé aux premières résolutions de l'arbre du vivant, grâce donc à Carl Woese, donc, qui a eu l'idée d'utiliser cet ARN, donc l'ARN de la petite sous-unité du ribosome, qui est donc universel, encore une fois, hein, qu'on retrouve dans toutes les cellules, qui, parce qu'elle est très contrainte au niveau fonctionnel, a tendance à évoluer lentement. Ce qui est intéressant, en fait, quand on fait des comparaisons à l'échelle du vivant, donc quand on essaie de remonter à des relations de parenté qui sont extrêmement anciennes. Et c'est une molécule qu'on a su, en fait, c'est la première molécule sur laquelle on s'est concentré quand les premières techniques de séquençage de l'ADN ont été développées donc, par Fred Sanger. Et donc, l'idée de Carl Woese était en fait d'extraire cette molécule d'ARN ribosomique de la petite sous-unité du ribosome et d'y appliquer, donc de l'extraire de plusieurs espèces, en fait des espèces qu'on essayait de comparer, et d'y appliquer donc une méthode qui consiste donc à couper cette molécule en petits morceaux. Donc on utilise une enzyme qui va générer des petits morceaux. Et c'est une enzyme qui coupe toujours aux mêmes endroits, dans le sens où elle reconnaît un motif dans la séquence d'ADN et elle va couper. Et une fois qu'on a tous ces petits fragments, donc l'ADN et l'ARN sont chargés négativement. Donc on peut faire, si on dépose ces fragments sur un gel et on applique un courant électrique, on peut faire migrer en fait ces fragments qui vont migrer plus ou moins loin en fonction de leur taille. Donc, les plus petits vont migrer plus loin. Et donc, on fait ça pour chaque espèce qui nous intéresse et on obtient donc ce qu'on appelait une fingerprint, donc vraiment une empreinte un peu spécifique de chaque espèce. Et ensuite, on pouvait donc découper ces différents fragments et les séquencer. Et ensuite, on peut comparer le catalogue en fait, de fragments de toutes les espèces. Donc, très simplement, hein, on va chercher quels sont les fragments communs entre les différentes espèces, ce qui veut dire que plus elles ont de fragments en commun, plus l'enzyme a coupé au même endroit, ce qui veut dire que les séquences de l'ARN ribosomique sont très similaires. Et donc ça a mené à un papier vraiment très important, donc, qui a été publié en 1977 par Carl Woese et George Fox, où ils utilisent cette technique et ils reportent les valeurs, en fait, un petit peu ces valeurs de similarité entre les ARN ribosomiques, les fragments d'ARN ribosomiques qu'ils ont séquencés de plusieurs espèces. Et ce qu'ils observent, c'est que on a, comme attendu, on a un groupe de séquences qui sont plus similaires entre elles qu'avec le reste, qui sont les ARN ribosomiques des eucaryotes. On a un deuxième groupe qui correspond aux bactéries. Et ce qui était donc inattendu à ce moment-là, c'était qu'on avait un troisième groupe qui était différent des deux autres groupes. Et en fait, c'était les ARN ribosomiques des archées. Donc ça a représenté, c'est comme ça qu'on a découvert l'existence des archées, qui sont donc, d'un point de vue génétique, extrêmement différentes des bactéries. Quelques années plus tard, donc on a continué à utiliser cette approche pendant relativement longtemps. Et Woese a publié cet arbre. Donc on est passé de la version numérique à la version d'arbre. Donc on a utilisé ces valeurs pour reconstruire un arbre du vivant qui représente donc les trois domaines du vivant, avec les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc encore une fois, les eucaryotes, quand on regarde
ici, c'est une sélection de représentants de la diversité eucaryote. Pour insister sur le fait que, effectivement, hein, au sein des eucaryotes, on a ce qui est le plus visible à nos yeux, les animaux, les champignons, les plantes, mais aussi une énorme diversité d'eucaryotes unicellulaires, microbiens. Donc, on a une diversité morphologique, écologique, métabolique qui est énorme, mais tous ces organismes ont quelque chose en commun, donc c'est que ils sont composés de cellules eucaryotes, donc ces cellules de type qu'on appelle donc cellules complexes, hein, qui ont une organisation intracellulaire qui est unique, qui est complexe, donc avec un certain nombre de compartiments et d'organisation, donc de sous-compartimentalisation de différentes fonctions cellulaires. Donc ça, c'est une caractéristique qui est spécifique aux eucaryotes. Ceci dit, on réfère souvent à la cellule eucaryote comme une cellule chimérique. Et ça vient de l'observation qu'en plus de leurs caractéristiques qui sont uniques, elles partagent des spécificités, des caractéristiques qui sont uniquement partagées avec les bactéries et d'autres caractéristiques qui sont uniquement partagées avec les archées. Donc, si on commence par les caractéristiques partagées avec les bactéries, une caractéristique extrêmement importante, ce sont les types de phospholipides qui composent la membrane. Chez les bactéries et les eucaryotes, on a un type de phospholipide dont la biochimie est complètement différente de celle qu'on retrouve dans les membranes d'archée. Donc, c'est des différences qui ne sont pas du tout triviales au niveau biochimique, et la voie de biosynthèse de ces phospholipides est aussi complètement différente chez les archées, comparée donc aux bactéries et aux eucaryotes. Une deuxième caractéristique qui est donc plus de type bactérien chez les eucaryotes et de façon générale, en fait, le métabolisme et notamment le métabolisme énergétique. Et ça, ça vient du fait que, essentiellement, dans la plupart des cellules eucaryotes, l'énergie est générée dans un compartiment qu'on appelle la mitochondrie. Donc la mitochondrie on fait souvent référence à la mitochondrie comme la source énergétique de la cellule, mais la mitochondrie est responsable aussi de beaucoup d'autres processus cellulaires, et elle est impliquée dans beaucoup de différents types de métabolisme. Et quand on regarde les mitochondries, ce dont on s'aperçoit, c'est aussi qu'elles contiennent elles-mêmes de l'ADN. Donc les cellules eucaryotes ont de l'ADN évidemment donc dans leur noyau, mais aussi la plupart des cellules eucaryotes comportent de l'ADN mitochondrial. Et en fait, ça fait très longtemps, donc même avant de savoir qu'il y avait de l'ADN dans les cellules, dans les mitochondries, ça fait longtemps en fait qu'il a été proposé que les mitochondries et aussi donc les chloroplastes chez les plantes descendent de bactéries. Donc à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est des hypothèses qui ont été formulées et qui ont été ravivées à la fin des années 60. Et les premières phylogénies moléculaires qui ont été basées donc, sur l'ADN mitochondrial ont montré qu'effectivement cet ADN était beaucoup plus proche de l'ADN bactérien que de l'ADN nucléaire eucaryote. Et encore aujourd'hui, même avec les phylogénies les plus récentes et l'accès aux données génétiques d'une très grande diversité de bactéries, on a donc toujours ce résultat des phylogénies moléculaires qui indique que les mitochondries sont apparentées à un sous-groupe de bactéries qu'on appelle les alpha-protéobactéries. Donc ça a vraiment confirmé l'idée que les eucaryotes, dans l'histoire des eucaryotes, dans l'histoire de l'origine des eucaryotes, il y a eu une endosymbiose, donc un hôte, une cellule hôte dont on va reparler, qui a ingéré et
endocyté donc une alpha-protéobactérie qui est devenue la mitochondrie. Donc maintenant, si on s'intéresse aux caractéristiques qui sont plus de type arché, ce qui est assez flagrant, c'est que les systèmes qu'on appelle informationnels, c'est-à-dire tout ce qui a attrait vraiment à l'information génétique, donc c'est-à-dire la réparation de l'ADN, l'expression des gènes, et donc un système, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus similaires entre caryotes et archées qu'entre caryotes et bactéries. Et il y a un certain nombre de cas où ces systèmes n'existent même pas du tout chez les bactéries. Donc ici, c'est juste un exemple, donc sans rentrer dans les détails, hein, où on peut voir cette polymérase de l'ARN. Simplement, si on regarde sa structure et le nombre de sous-unités et l'organisation, on voit que chez les archées et chez les eucaryotes, elles sont très similaires et beaucoup plus complexes que ce qu'on peut trouver chez les bactéries. Maintenant, donc ça fait presque depuis la découverte des archées qu'on sait qu'il y a une relation de parenté entre archées et eucaryotes, mais il a été et il est toujours débattu de savoir quelle est exactement cette relation. Donc pendant longtemps, jusque dans les années 2000, en fait, les phylogénies moléculaires qui étaient faites à l'échelle du vivant donnaient deux résultats contradictoires. Donc soit on obtenait un arbre où les eucaryotes représentaient un groupe frère en fait, de l'ensemble des archées, soit on obtenait les eucaryotes à l'intérieur des archées. Et donc pendant longtemps, on n'a pas beaucoup avancé sur cette question, entre autres parce que les puissances de calcul étaient limitées, mais aussi et surtout parce qu'on avait accès à très peu en fait, de données génétiques. Donc, on avait accès à peu, on pouvait comparer peu de gènes qui étaient disponibles seulement pour les quelques organismes qui étaient séquencés à l'époque. Et les quelques organismes qui étaient séquencés, c'était les organismes qu'on savait faire pousser en laboratoire et qui étaient assez peu nombreux. Donc, les choses ont changé énormément en fait avec ce qu'on a appelé l'arrivée des techniques de métagénomique. Donc, c'est des techniques qui nous permettent maintenant d'accéder au contenu génétique, donc de séquencer en fait directement depuis l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de savoir comment faire pousser les organismes en laboratoire pour pouvoir accéder à leur information génétique. Et ça a été vraiment, ça a changé les choses de plein de points de vue, mais là, en l'occurrence, dans la question qui nous intéresse, donc on a ces techniques, donc on a permis, entre autres, la découverte, l'accès au génome d'un nouveau grand groupe d'archées pour lesquels on n'avait pas du tout d'informations génétiques. Le premier génome a été décrit en 2015 et a été appelé Loci archéote. Parce que les échantillons dont il provenait venaient d'un site qui était pas très loin d'une source hydrothermale, d'une cheminée hydrothermale qui était appelée le Loki's Castle. Et donc, c'était le premier représentant d'un groupe d'archées complètement différent de ce à quoi on avait accès jusqu'à présent. Et 2 ans plus tard, il y a un autre papier qui est sorti avec les génomes de lignées qui étaient différentes, mais plutôt apparentées donc, à ce Loci. Et toutes ces nouvelles lignées ont été regroupées sous le nom, donc, dans un nouveau phylum qu'on a appelé les Asgard, les archées Asgard.
Et donc, pourquoi ça a été assez révolutionnaire? C'est parce que tout à coup, donc, les phylogénies moléculaires ont suggéré que ces Asgard, ces archées, représentaient les plus proches parents des eucaryotes. Et de façon beaucoup plus soutenue que tout le conflit qu'on avait dans les phylogénies jusqu'à présent. Donc ça, c'était donc 2015-2017. Et évidemment, donc c'est un sujet de recherche qui a attiré beaucoup de monde. Les gens se sont mis à chercher les Asgard et à essayer de séquencer le plus possible de génomes d'Asgard. Donc en 2015, on avait accès, il y avait 3 génomes. En 2017, donc on avait 9 génomes et aujourd'hui, on en a 162. Donc c'est vraiment un sujet en pleine expansion et ce qui nous permet de raffiner les hypothèses. Et effectivement, les dernières phylogénies suggèrent toujours que les eucaryotes, effectivement, branchent bien à l'intérieur des Asgard. Pardon, pour ça, quelques problèmes d'ordi. Ok, donc en dehors de la phylogénie qui nous indique cette relation de parenté entre Asgard et eucaryotes, quelles sont les questions en fait auxquelles on essaie de répondre quand on s'intéresse à l'origine des eucaryotes? Donc il y a beaucoup de questions. Ici, donc j'ai représenté, c'est un arbre très schématique avec donc les eucaryotes, donc les branches noires qui représentent les eucaryotes ou les Asgard vivant actuellement. Et les branches grises représentant des lignées éteintes. Donc, ce à quoi on s'intéresse quand on parle de l'origine des eucaryotes ou de l'eucaryogenèse, c'est vraiment, donc, ce sont les événements évolutifs qui ont eu lieu entre la divergence des eucaryotes depuis leur divergence des Asgard et le dernier ancêtre commun des eucaryotes. Donc, le dernier ancêtre commun des eucaryotes, c'est l'organisme dont tous les eucaryotes actuels descendent. Et entre autres, donc ces questions, donc ce qu'on veut savoir, c'est, dans un premier temps, c'est quelles étaient les caractéristiques qui étaient présentes dans ce dernier ancêtre commun des eucaryotes. Et ce qu'on veut savoir également, donc, c'est dans quel ordre sont apparus ces différents caractères. Et parmi ces caractères, lesquels sont réellement spécifiques aux eucaryotes et sont apparus de façon autogène, donc dans la branche spécifique menant aux eucaryotes, et quelles sont les caractéristiques qui ont été héritées de leur ancêtre prokaryote. Et enfin, donc on veut savoir quels sont ces ancêtres prokaryotes, quels sont les partenaires donc quels sont les différents ancêtres et qui ont participé à l'eucaryogenèse. Donc, on vient de parler dans l'ancêtre arché, de l'ancêtre Asgard. On a parlé également, un petit bug, de l'ancêtre alpha-protéobactérie des mitochondries. Mais il se pose également des questions de savoir s'il y a eu d'autres partenaires prokaryotes qui ont participé à l'origine des eucaryotes. Donc, la première question, on se demande quelles étaient les caractéristiques. On essaie de reconstruire les caractéristiques du LECA, donc du dernier ancêtre commun des eucaryotes. Et sans rentrer dans les détails, ce qu'on sait, c'est que c'était une cellule eucaryote de type moderne, c'est-à-dire une cellule complexe dont toutes les caractéristiques auxquelles on pense quand on pense aux cellules eucaryotes étaient déjà en place. Donc, c'était une cellule avec des compartiments cellulaires, des mitochondries, un cytosquelette complexe et un génome relativement large, relativement important. Maintenant, quand on voit toutes ces caractéristiques, encore une fois, donc, ce qu'on essaye de résoudre, c'est de savoir dans quel ordre sont apparues ces caractéristiques. Et ça, c'est très compliqué parce que, en fait, on ne dispose pas de lignées qui représenteraient des formes intermédiaires. On n'a pas de lignées qui ont certaines de ces caractéristiques, mais pas d'autres, qui nous permettraient de retracer en fait l'ordre d'apparition de ces différentes caractéristiques.
Et entre autres, donc, du coup, l'ordre d'apparition de ces caractères fait débat. Et un des débats les plus importants, entre autres, c'est de savoir à quel moment s'est fait l'endosymbiose qui a donné naissance à la mitochondrie. C'est donc, encore une fois, une caractéristique. On sait que le dernier ancêtre commun des eucaryotes avait des mitochondries. Mais à quel moment vraiment, entre la séparation des archées et le dernier ancêtre commun s'est fait cette endosymbiose reste une question à part entière. Donc, les caractères eucaryotes qui sont de type plus ou moins spécifique des eucaryotes, donc sont encodés par toute une série de gènes et on essaye entre autres donc, de distinguer les gènes qui sont vraiment d'origine unique aux eucaryotes et ceux qui ont été hérités de leurs ancêtres procaryotes. Donc ici, j'ai représenté, donc c'est un arbre très schématique des archées et donc avec les eucaryotes étant représentés comme groupe frères des Asgard. Et ce qu'on peut faire, donc par exemple, ici, on représente toute une série de gènes qui sont impliqués dans des fonctions clés de la cellule eucaryote. Alors, ce n'est pas exhaustif du tout, c'est certains gènes qui sont donc impliqués dans des fonctions qui sont complexes, qui sont caractéristiques de la cellule eucaryote, comme par exemple donc, le trafic membranaire, donc ce trafic qui permet justement la communication entre tous les sous-compartiments de la cellule eucaryote. Et qui, donc, toutes ces caractéristiques sont considérées comme étant uniques à la cellule eucaryote, ont été considérées comme étant uniques pendant très longtemps. Ceci dit, au fur et à mesure, donc, on a découvert de nouvelles lignées prokaryotes. On s'est attaché donc, à chercher s'il existait des homologues de ces différents gènes dans ces prokaryotes. Et ce qu'on a trouvé, alors ici, donc, les cercles colorés représentent les lignées pour lesquelles on a trouvé des homologues. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que, par exemple, donc, si on simplifie, hein, c'est pas noir et blanc comme image, mais si on simplifie, ce qu'on peut voir, c'est que dans les génomes d'Asgard, il existe globalement beaucoup plus d'homologues de ces gènes qui sont impliqués chez les eucaryotes, donc dans des processus complexes. Et en faisant donc des reconstructions comme ça, ce qu'on peut faire de façon assez schématique, c'est d'inférer à quel moment, en fait, dans l'histoire du vivant, sont apparus ces différents gènes en fonction donc, de leur distribution au sein des différentes lignées prokaryotes. Et donc, par exemple, ici, si on a des gènes, des gènes qui codent pour des protéines du ribosome, dont on infère l'origine comme étant antérieure à la diversification de toutes les archées, on peut donc faire l'inférence que c'est des gènes qui sont apparus il y a beaucoup plus longtemps que certains gènes qui sont impliqués donc, dans le trafic membranaire et qu'on retrouve uniquement chez les Asgard et chez les eucaryotes. Donc, de cette façon-là, on peut faire une espèce de chronologie de l'émergence de certains gènes impliqués donc, dans les fonctions complexes eucaryotes. Ceci dit, pour l'instant, on a essentiellement accès donc, on peut dire qu'on retrouve des homologues de ces gènes donc, chez certaines archées. Par contre, comme si vous vous souvenez, donc, toutes ces archées, on a accès à leur séquence génomique depuis l'environnement, mais on ne dispose pas de toutes ces archées en culture, donc on ne sait pas en fait la fonction de ces gènes dans ces archées. Et donc la fonction, il est difficile en fait de faire l'inférence de la fonction de ces gènes dans l'ancêtre arché des eucaryotes. Donc il est possible que ces gènes aient été hérités mais de leur ancêtre arché, mais que leur fonction ait changé au cours du temps. Et donc on commence tout juste à avoir accès à certaines informations, notamment grâce donc, aux premières cultures
d'Asgard, donc qui ont été publiés donc dans un papier l'année dernière. Donc c'est la seule, enfin autant qu'on sache, c'est la seule donc culture stable qui existe d'un représentant Asgard, qui sont ces cellules que vous pouvez voir ici, donc qui ont une morphologie qui est assez particulière et assez unique pour des archées, avec une morphologie assez complexe. Ceci dit, donc, ça reste des cellules d'archées qui sont petites, donc qui n'ont pas du tout la taille d'une cellule eucaryote. Et d'après ce papier, les auteurs n'ont par exemple pas du tout observé d'organisation intracellulaire sous forme de compartiments. Donc là, ça nous a donné en tout cas un élément d'information sur la fonction ou la non-fonction de ces homologues chez ces archées. Ceci dit, on est vraiment donc au tout début de ce type d'investigation, puisque c'est un seul représentant pour un phylum donc d'archées qui est extrêmement diverse. Donc pour conclure sur l'origine des eucaryotes. Donc qu'est-ce qu'on sait? Donc on a actuellement des indications assez fortes pour au moins deux ancêtres prokaryotes des eucaryotes, donc qui sont les archées Asgard et les alpha-protéobactéries qui ont donné lieu aux mitochondries. On sait qu'un certain nombre donc, de voies, de processus eucaryotes complexes, donc notamment impliqués dans l'organisation sous-cellulaire de la cellule eucaryote et la communication entre ces compartiments, etc., et le cytosquelette complexe de la cellule eucaryote, on sait qu'un certain nombre des gènes qui sont impliqués dans ces processus ont été hérités de leur ancêtre Asgard, donc ce qui est représenté ici. Ceci dit, malgré tout, avec toutes les informations qu'on peut avoir, et même si on sait qu'il existe donc certains homologues qui sont impliqués dans ces processus complexes chez les Asgard, malgré tout, le saut évolutif entre les archées, le dernier ancêtre commun, les derniers ancêtres archées des eucaryotes et le dernier ancêtre commun des eucaryotes reste vraiment énorme. Donc, puisqu'ici, encore une fois, hein, l'ECA était une cellule eucaryote moderne, complexe, et les Asgard restent des archées. Donc, on a toujours énormément de questions sur l'ordre d'apparition des différentes caractéristiques complexes des eucaryotes et sur vraiment les forces évolutives qui ont mené à cette complexification. Et enfin, donc, il reste aussi à découvrir de façon claire si d'autres partenaires prokaryotes ont été impliqués dans cette origine. Et enfin, un champ de recherche qui est très actif et qui concerne le rôle de ces gènes de type eucaryote chez les archées. Donc, notamment, même si on ne dispose pas d'Asgard en culture ou de très peu d'Asgard en culture, il y a beaucoup de travail qui est fait pour faire exprimer certains de ces gènes chez d'autres organismes et voir comment ces protéines fonctionnent et si elles ont le même rôle que chez les eucaryotes. Donc, c'est tout un travail qui est fait pour distinguer, passer vraiment donc juste du génotype, donc de la présence-absence de ces gènes, au phénotype et donc à la fonction de ces gènes. Et donc, je vais m'arrêter là. Je voudrais simplement donc, remercier tous les collaborateurs et amis avec qui j'ai travaillé ou discuté de ce sujet au cours des années. Les sources de financement, évidemment, et puis je serai ravie de répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Laura, de nous avoir fait plonger aux racines de l'arbre du vivant. Alors,
vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à en écrire dans le chat ou à lever la main si vous le souhaitez. Donc, j'ai vu une question donc, de Marc Tessera, si vous voulez prendre la parole. Alors, le son ne fonctionne pas bien. Non. Non, alors le son est vraiment, vraiment trop mauvais. On a quelque chose d'inaudible. Non, non, c'est pas mieux. Donc, je vais juste lire alors la question qui a été posée. Donc, tout simplement, quid des plastes? Des plastes, oui. Ouais. Alors, je ne suis pas sûre de comment interpréter la question. Les plastes, donc effectivement, je les ai mentionnés très rapidement, simplement parce que donc, les plastes sont donc des compartiments aussi d'origine endosymbiotique. Donc dont les ancêtres sont des cyanobactéries et donc qui permettent la photosynthèse chez les eucaryotes, donc chez certains eucaryotes. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est passé plus tard, donc qui n'est pas à l'origine des eucaryotes, hein, puisque seulement certaines lignées eucaryotes ont acquis ces organelles. Donc je ne sais pas si je réponds totalement à la question ou non. Voilà. Alors, je ne sais pas si Marc Tessera veut dire si c'est OK ou pas. Par contre, il y a une autre question donc, de Thierry Stolarczyk. Alors, si vous voulez, soit vous mettez votre caméra et vous posez la question, sinon je vais la lire. On va procéder comme ça. Donc, si voilà, Thierry. Il faut le son aussi, vous m'entendez? Voilà, oui, très bien. Oui, je me demandais, alors d'abord bravo pour l'exposé, moi je suis absolument pas spécialiste du domaine et j'ai adoré. Et je voulais comprendre, enfin je me posais la question de savoir quel était l'avantage en termes d'évolution des eucaryotes par rapport à leurs ancêtres. Parce qu'ils se complexifient et finalement... Ouais, c'est une très bonne question. Alors il y a plusieurs hypothèses, mais une des hypothèses, entre autres, c'est l'avantage principal de survie des eucaryotes, ce serait leur taille. Donc, c'est des cellules qui sont beaucoup plus grosses que les cellules prokaryotes de façon générale, ce qui leur permet, entre autres, de se nourrir de prokaryotes. Donc, cette complexification, elle pourrait être aussi liée donc, à la complexification en termes de taille et de façon de se nourrir. OK. Merci. Merci. Alors, question suivante. André Zantaille. Voilà, soit vous ouvrez le micro. Oui, c'était une question par rapport à quelle date est-ce qu'on a réussi, ou est-ce qu'on arrive approximativement à dater les instants de divergence des différents ordres, par exemple du LECA en particulier? Alors, c'est théoriquement possible. Il y a plusieurs papiers qui ont essayé de faire ça. Donc, on utilise ce qu'on appelle des approches d'horloge moléculaire, donc où on essaye de faire une relation entre la divergence qu'on observe entre les différentes molécules d'ADN. Donc, par exemple, si on compare l'ARN ribosomique, par exemple, donc la divergence observée en termes de séquence et le temps qui s'est écoulé. Donc, pour faire ça, on a besoin de calibrer cette horloge moléculaire, donc avec des organismes, avec des fossiles, par exemple, dont on connaît l'âge. Et donc, ça se fait, mais c'est une science qui est un peu approximative pour l'instant, puisque le problème, c'est que déjà, en termes de fossiles, on a des fossiles très récents, on en a, mais dès qu'on se projette dans le temps, on en a très, très peu. Donc, les calibrations, on en a assez peu. Et le problème aussi, c'est que les séquences, ce n'est pas une horloge moléculaire qui est très stable. En fait, elles ont tendance à évoluer à des vitesses différentes dans différentes lignées. Donc ça se fait. On a
approximation pour l'âge de l'ECA qui est entre 1 et 2 milliards d'années. Donc, ça fait une date assez imprécise. Et par contre, ce qu'on a tendance à penser, c'est que après l'ECA, donc la diversification en grands groupes d'eucaryotes, elle s'est faite assez rapidement. Donc, on a un phénomène de ce qu'on appelle de radiation, en fait, des grands groupes eucaryotes. Mais voilà, donc l'ECA, 1 à 2 milliards d'années. Bon. Merci. Alors, complément de question de Marc Tessera. Ce sont les mêmes archées à l'origine des eucaryotes avec mitochondries et ceux avec plaste, point d'interrogation. Oui. Alors, donc les eucaryotes, hein, vraiment, il y a tous les eucaryotes qui possèdent des plastes ou qui n'en possèdent pas forment un groupe, donc un groupe monophylétique avec une origine unique. C'est simplement que donc on a eu l'ECA, ensuite on a eu une diversification des eucaryotes en plusieurs grands groupes, et à la base d'un de ces groupes, donc à la base des archées plastidées, donc des plantes hein, au sens large, on a eu l'endosymbiose de la cyanobactérie qui a donné naissance au plaste. Donc c'est un sous-groupe au sein des eucaryotes, et tous ces eucaryotes ont des mitochondries. Merci. Alors, Gaspard Gekeli, pardon, est-ce que vous voulez prendre la parole? Sinon, je vais lire votre question. Allez-y. Oh, on ne vous entend pas. Non, alors il y a un problème de son, donc je vais lire la question. Est-ce que c'est encore possible que toutes les archées soient frères des eucaryotes, comme quelques arbres le suggèrent? Alors, je vais répondre de façon diplomatique. Donc, c'est possible, tout est possible. Mais honnêtement, avec la diversité de génomes auxquels on a accès maintenant, donc on a vraiment une représentation taxonomique de plus en plus importante des différents groupes d'archées, mais aussi de bactéries et d'eucaryotes, etc. Toutes les phylogénies, enfin, le consensus, c'est vraiment que les eucaryotes descendent de l'intérieur des archées. Là, les résultats les plus récents, les papiers les plus récents montrent donc non seulement à l'intérieur des archées, mais vraiment à l'intérieur des Asgard. Donc, en tout cas, toutes les indications les plus récentes vraiment suggèrent ça très fortement. Ok, bah tiens, je profite. Moi, j'ai une question. Là, j'étais surpris là, quand tu t'as montré l'article de Vos de 77, où il montre, il fait les premières phylogénies et qu'il en déduit 3 domaines. Il y a 13 espèces. Ouais. Et donc, j'étais un peu qu'il tire en fait. Alors, est-ce que c'était super 13 espèces, c'était 13 espèces de quoi? D'archées? Je ne sais pas, dans le tableau que tu as montré. Ah oui, alors ça, c'était le premier tableau. C'est ça, il y a 13 lignes. Et quand tu commentais ce tableau, tu montrais voilà, qu'il y avait une partie du tableau qui semblait, chaque partie semblait mener vers une branche différente. Alors, est-ce que c'était hyper clair au vu des données que ça n'avait rien à voir? Et qu'il y avait des familles différentes, où il avait eu une intuition un peu fulgurante? Non, je pense que c'était vraiment basé sur les données. C'est vrai qu'il y avait peu de représentants. Mais en fait, dans le tableau, il y a moins de représentants que ceux pour… En fait, ils ont séquencé plus de choses que ce qui est dans le tableau. Mais bon, c'est vrai qu'il y en avait très peu, hein, mais je pense que c'était que ces constantes ces indications de similarité, elles étaient vraiment très fortement différentes dans ce groupe-là par rapport aux autres bactéries. Donc, le signal était clair. Ok.
Merci. Alors, ça fait plein de messages dans le chat avec des félicitations et tout. J'essaie de retrouver les questions. Donc, Marc Tessera à nouveau. On a dit que les premiers eucaryotes seraient apparus il y a 2,7 milliards d'années. Qu'en est-il maintenant? Alors, le problème déjà, c'est de dire donc c'était quoi les premiers eucaryotes? Parce que en fait, définir le dernier ancêtre commun des eucaryotes, c'est facile entre guillemets. Voilà, c'est encore une fois, on remonte, on prend tous les eucaryotes actuels, on remonte à leur ancêtre commun le plus récent, et voilà, comme j'ai présenté, donc c'était une cellule eucaryote moderne. Mais ce qu'on appelait le premier eucaryote, déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a eu la divergence, on a une branche qui a divergé des archées. Mais bon, clairement, cette branche, quand elle est apparue au début, morphologiquement, génétiquement et physiologiquement, c'était des organismes qui étaient des archées, en gros, enfin, qui ressemblaient beaucoup à des archées. Donc, on n'est pas du jour au lendemain passé d'archées à des cellules avec un noyau, un cytosquelette, etc. Donc déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de premier eucaryote. Donc, c'est le premier problème. Maintenant, si on parle simplement de la divergence, vraiment, si on essaye de dater la divergence de la branche des eucaryotes à partir des archées, encore une fois, on peut le faire. J'avoue que avec les dernières approches d'horloge moléculaire qui ont été publiées, j'avoue que j'ai plus en tête le chiffre. Je pense qu'on ne doit pas être loin de cette date de 2,5, 2,7 milliards d'années, mais je ne l'ai pas en tête. Il y a Puri qui a fait un commentaire là dans le chat tout en bas sur cette question. Peut-être que tu peux le lire et rebondir. Oui, donc oui, bonjour. Je pense que Marc fait référence à un article de Jochen Brox qui avait publié un article à Nature en disant qu'effectivement la présence des sérins fossiles dans certaines couches à 2,7 milliards d'années indiquait la présence des eucaryotes, les sérines étant supposés des lipides, enfin de dérivés d'estérol qui sont typiquement associés aux cellules eucaryotes, quoique il y a certaines bactéries qui peuvent faire aussi d'estérol. Mais donc c'est un indicateur qui est considéré dans la communauté des paléontologies, etc., comme des indicateurs des eucaryotes. Sauf que Jochen Brox lui-même a montré plus tard qu'en fait, c'était une contamination et il a réanalysé ces mêmes carottes. C'était une contamination due au forage et à l'introduction des fluides qui portaient du matériel du corgène, de la matière organique d'époque postérieure, et donc ces lipides, ces stérins fossiles, donc n'avaient pas la date de la roche et donc il n'y avait pas une syngénicité. C'est juste ça. Et il a publié un Science pour le dire. Donc, c'est bien dans la littérature. Je crois que c'était par référence à ça. Merci. Et merci pour le séminaire. Merci, Puri. Donc, je reprends le fil. Donc, Isabelle, Daniel. Donc, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour cet excellent séminaire. Je m'interrogeais de savoir qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de la diversité écologique des Asgard, si tant est qu'on le sache. Oui, on sait quand même on a des éléments puisque même si on n'arrive pas encore à les cultiver, on sait au moins où est-ce qu'on les séquence, donc on a au moins l'information d'où viennent les échantillons. Alors elles ont, la très grande majorité des Asgard qu'on a trouvés pour l'instant vivent dans les sédiments. Donc c'est des sédiments qui viennent d'environnements qui sont quand même très divers. Donc on a des endroits qui sont très chauds, mais on a aussi des endroits qui sont mésophiles. On a des sédiments qui viennent de sols marins, mais d'autres sources, peut-être de sources hydrothermales, etc. Donc on a une variation de ce point de vue-là. La plupart sont des anaérobes, donc qui vivent sans oxygène. Mais donc,
a priori, il y a quand même des exceptions, même si c'est celles qu'on connaît, elles sont rares et on les connaît moins. Mais, et après, en termes de métabolisme qui est prédit sur la base du contenu en gène de ces archées, en fait, ils sont extrêmement divers. On est vraiment... donc, il y a... ouais, il y a vraiment une très, très grande diversité en termes, par exemple, de consommation, de différents, enfin, de dépendance à certains métabolites ou non, et de supposer interaction avec des bactéries ou avec d'autres organismes dans leur communauté qui leur permettraient donc de vivre en symbiose. Voilà, donc il y a une très grande diversité qui est vraiment, on est en train en fait de découvrir ça et de s'intéresser à détricoter tout ça. Merci beaucoup. Merci. Je prends la question suivante dans le fil. Je vérifie que je n'oublie personne. Donc, on retrouve Marc. Le fait que les archées les plus proches des eucaryotes semblent être des organismes vivants à proximité de sources hydrothermales, donc fumeurs noirs ou blancs, est-il en faveur d'une origine hydrothermale de la vie? Ça, c'est vrai que c'est une question qui est liée à des textes, des choses qui ont été publiées sur le fait que la vie serait apparue dans des organismes près des fumeurs noirs, parce que certains arbres semblaient converger vers des extrémophiles à une époque. Donc, non. Alors, pour plusieurs raisons, en fait. Déjà, parce que l'origine des eucaryotes et l'origine de la vie, donc c'est quand même deux événements qui sont vraiment très éloignés dans le temps l'un de l'autre. Et en plus de ça, bon, le fait que le premier génome que certaines Asgard vivent à proximité de sources hydrothermales, donc il y en a, mais ça n'est pas, c'est pas une règle et c'est pas la majorité des Asgard. Et a priori, alors on en est encore à essayer de vraiment éclaircir tout ça, mais les lignées d'Asgard qui seraient les plus proches des eucaryotes ne sont pas particulièrement hyperthermophiles. Voilà, je ne sais plus, je crois que j'avais un troisième point, mais c'est déjà, je pense que ça répond déjà à la question. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est un peu plus de 18 heures, hein, donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à se déconnecter. Peut-être une dernière, peut-être que j'avais noté au passage. Donc, il y a peu d'Asgard qui sont en culture actuellement. Qu'est-ce qui permettrait d'améliorer ça? Est-ce que c'est des enjeux instrumentaux, des enjeux de collecte? Alors, bon, il y a une chose déjà, c'est que c'est vrai que globalement, en général, dans les environnements dans lesquels on les trouve, elles ne sont pas très abondantes. Donc, c'est déjà c'est un peu bon, ça complexifie la chose. La deuxième chose, c'est que, alors ça, c'est des prédictions, on n'est pas sûr, mais se pourrait qu'elles se reproduisent de façon très lente. En fait, la seule qui est actuellement en culture, elle a un temps donc on parle souvent de temps de génération ou temps de doublement d'une vingtaine de jours. Donc, c'est vraiment très, très long pour établir des cultures qui soient abondantes et stables, etc. Et puis, il y a tout le problème, c'est que comme on les codait quand même depuis relativement peu de temps, c'est de savoir de ce dont elles ont besoin, en fait, pour pousser, qu'est-ce qu'on doit leur fournir pour qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Et encore une fois, comme beaucoup de prokaryotes, souvent, c'est des communautés qui sont complexes et où il n'y a pas juste un seul type de prokaryote et elles vont
très probablement, enfin, certaines d'entre elles ont probablement besoin d'un ou de plusieurs partenaires pour survivre correctement. Et donc, toute la question, c'est de savoir lesquels et de pouvoir faire pousser tout le monde en même temps et contenter tout le monde. Donc voilà un peu les difficultés. Ok, ben merci, merci beaucoup. Je vois plus de questions, donc voici, hein, j'en vois. Mais c'est voilà, non, c'est plutôt des remerciements. Ben, je me joins à ces remerciements, hein. Laura, c'était vraiment un super exposé. Je conclurai ce webinaire en invitant toutes les personnes intéressées à suivre l'actualité de la SFE via le site, hein. Vous aurez les actus des prochains webinaires qu'on organisera. On organise un congrès à Marseille au mois d'octobre. Alors, il est trop tard pour soumettre des abstracts, mais il est encore temps de s'y inscrire pour y aller. Et puis, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à adhérer à la SFE, hein. Vos adhésions nous aident à faire vivre la société, à animer de la communauté interdisciplinaire. Là, on a entendu parler de biologie, on a déjà entendu parler d'astro, de géochimie au cours de ces webinaires, hein. Donc, on essaie de varier les thématiques qui nous permettront de mieux comprendre l'origine de la vie sur la Terre et éventuellement de la trouver ailleurs. Donc, merci à tout le monde et à une prochaine fois et puis à bientôt pour celles et ceux d'entre vous qui seront à Marseille, parce qu'on est très heureux d'organiser cette conférence en présentiel, mais on continuera les webinaires. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.